Bonjour les amis, aujourd'hui on embarque pour un grand voyage dans le temps et l'espace. Notre destination? L'Afrique. Mais pas l'Afrique d'aujourd'hui. On va remonter le temps bien avant que les cartes du monde ne ressemblent à celles que vous connaissez. Imaginez un immense continent, plus de 3 fois la taille de l'Europe, avec des déserts, des forêts tropicales et des savanes à perte de vue. Ce continent n'était pas vide, bien au contraire. Il était peuplé par des centaines de peuples différents, chacun avec sa propre langue, ses propres traditions et sa propre façon de vivre. C'était une mosaïque incroyable de cultures. Avant l'arrivée massive des Européens au XIXe siècle, l'Afrique était le théâtre de grands empires et de royaumes puissants. Vous avez peut-être entendu parler de l'Égypte ancienne et de ses pharaons, n'est-ce pas? Mais il y en a eu bien d'autres. Pensez à l'Empire du Mali, dirigé par des empereurs richissimes comme Mansa Moussa, qui était si riche en or qu'il a fait chuter le prix de l'or lors de son pèlerinage à la Mecque. Il y avait aussi le royaume du Congo, le grand Zimbabwe, avec ses impressionnantes cités de pierre, ou encore l'Empire Songhai. Ces civilisations étaient organisées avec des administrations des armées et des réseaux commerciaux qui traversaient le Sahara. Le commerce était d'ailleurs une activité essentielle. Les caravanes de chameaux transportaient de l'or, du sel, de l'ivoire et d'autres marchandises précieuses à travers le continent, et même au-delà, vers l'Europe et l'Asie. Ces échanges n'étaient pas seulement économiques, ils permettaient aussi aux idées, aux religions comme l'islam et aux connaissances de voyager. Des villes comme Tombouctou, au Mali, étaient de grands centres intellectuels, avec des universités et des bibliothèques renommées où l'on étudiait l'astronomie, les mathématiques et la philosophie. L'Afrique n'était donc pas un continent endormi ou sauvage, comme on l'a souvent dit. En résumé, avant la colonisation, l'Afrique était un continent dynamique, diversifié et riche en histoire. Il y avait des royaumes structurés, des sociétés nomades, des communautés villageoises, des artistes talentueux et des savants respectés. Chaque peuple avait sa propre organisation sociale, politique et spirituelle. C'est très important de comprendre cela pour la suite de notre histoire. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi, à la fin du XIXe siècle, les pays européens se sont-ils soudainement lancés dans une véritable course pour conquérir l'Afrique? C'est une excellente question. La principale raison, c'est la révolution industrielle. En Europe, les usines tournaient à plein régime. Pour faire fonctionner leurs machines et fabriquer de nouveaux produits, des pays comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique ou l'Allemagne avaient besoin de matières premières en grande quantité. Du caoutchouc pour les pneus, du cuivre pour les câbles électriques, de l'huile de palme pour le savon, du coton pour les tissus. Et où pensaient-ils trouver tout cela, en abondance et à bas prix? En Afrique. Mais il n'y avait pas que l'économie. Il y avait aussi une grande rivalité entre les puissances européennes. Chaque pays voulait montrer qu'il était le plus fort, le plus prestigieux. Avoir des colonies, c'était comme avoir des trophées. Plus un pays possédait de territoire, en Afrique ou ailleurs, plus il était considéré comme puissant sur la scène mondiale. Contrôler des routes commerciales stratégiques, d'installer des bases militaires et d'affirmer sa domination sur ses voisins européens. Cette compétition a créé une sorte de frénésie. Il fallait arriver le premier pour planter son drapeau. Pour justifier cette conquête, les Européens ont aussi avancé des raisons morales. C'est ce qu'on a appelé la mission civilisatrice. À cette époque, beaucoup d'Européens pensaient sincèrement que leur civilisation était supérieure. Ils se voyaient comme ayant le devoir d'apporter le progrès, leur religion, le christianisme et leur éducation aux peuples africains. C'était bien sûr une vision très arrogante et raciste qui ignorait complètement la richesse des cultures africaines existantes. Cette idée a servi de prétexte pour imposer leur domination par la force. Le point de départ de cette course à l'Afrique est souvent fixé à la conférence de Berlin en 1884 et 1885. Imaginez une grande réunion à Berlin où les représentants des pays européens se sont littéralement partagé l'Afrique. Ils ont tracé des frontières sur une carte, avec une règle et un crayon, sans tenir compte des peuples qui y vivaient. Ils ont créé des pays artificiels, en séparant des groupes qui vivaient ensemble ou en forçant des peuples ennemis à cohabiter dans une même colonie. En quelques années seulement, à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria, la quasi-totalité du continent africain s'est retrouvée sous le contrôle de l'Europe. Une fois les territoires de conquis, comment la vie des Africains a-t-elle changé? Eh bien, elle a été complètement transformée, et souvent de manière brutale. D'abord, les Africains ont perdu leur pouvoir politique. Les rois, les chefs de village, les anciens, ont été remplacés par des administrateurs coloniaux venus d'Europe.
Ces nouveaux maîtres imposèrent leurs propres lois, leur propre langue, le français, l'anglais, le portugais, et leur propre système de justice. Les sociétés africaines ont été déstructurées et forcées d'obéir à une autorité étrangère. Sur le plan économique, le changement a été radical. Les colons ont mis en place une économie tournée vers l'Europe. On a forcé les paysans à abandonner leur culture vivrière traditionnelle, celle qui nourrissait la famille, pour cultiver des produits d'exportation. Le café, le cacao, l'arachide, le caoutchouc. Les terres fertiles ont souvent été confisquées et données à des colons européens. Pire encore, beaucoup ont été soumis au travail forcé, sur des chantiers pour construire des routes, des chemins de fer ou travailler dans des plantations. La société et la culture ont aussi été profondément affectées. L'école coloniale enseignait l'histoire et la géographie de la France et de l'Angleterre en faisant croire que leurs propres ancêtres n'avaient pas d'histoire. Nos ancêtres les Gaulois, apprenaient les petits Sénégalais. On dévalorisait les traditions, les religions et les savoirs locaux, considérés comme des superstitions. Les missionnaires cherchaient à convertir au christianisme, créant des tensions avec les religions traditionnelles et avec l'islam. Narrator. Cette politique visait à faire des Africains des sujets dociles, admirant le modèle européen. Narrator. Enfin, la colonisation a instauré un système profondément inégalitaire et raciste. Narrator. Au sommet, les colons européens avec tous les droits et privilèges. Narrator. En bas, la masse des Africains, citoyens de seconde zone. Narrator. Ils subissaient des discriminations quotidiennes. Narrator. Ne pouvaient pas accéder à certains lieux. Narrator. N'avaient pas les mêmes salaires que les Européens pour le même travail. Narrator. Et étaient soumis à une justice beaucoup plus sévère. Narrator. Cette humiliation et cette injustice permanente ont été très difficiles à vivre pour des millions de personnes. Narrator. Alors, face à cette domination, les Africains ne sont pas restés les bras croisés. Narrator. Dès le début, la conquête coloniale a rencontré de fortes résistances. Narrator. Des chefs militaires comme Narrator, Samori Touré en Afrique de l'Ouest. Narrator. Abd El-Kader en Algérie. Narrator ont mené des guerres de longue haleine contre les armées européennes. Narrator. Ces premières révoltes, bien que souvent écrasées, Narrator ont montré que les peuples africains n'acceptaient pas de perdre leur liberté. Narrator. Elles ont été, en quelque sorte, les premières étincelles. Narrator, d'un feu qui allait prendre de l'ampleur des décennies plus tard. Narrator. C'était la preuve que le désir d'indépendance ne s'éteindrait jamais. Narrator. Le véritable tournant a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Narrator. Des centaines de milliers de soldats africains, appelés les tirailleurs, ont combattu en Europe. Narrator. En se battant pour la liberté des autres, ils ont pris conscience qu'ils méritaient aussi la leur. Narrator. De retour en Afrique, ils ne comprenaient non pas pourquoi ils devaient continuer à vivre sous domination. Narrator. De plus, les grandes puissances victorieuses étaient officiellement contre le colonialisme. Narrator, les États-Unis. Narrator et l'Union soviétique. Le vent de l'histoire commençait à tourner et les idées d'indépendance gagnaient du terrain partout sur le continent. C'est alors qu'une nouvelle génération de leaders africains a émergé. Contrairement aux premiers résistants, ils n'utilisaient pas seulement les armes, mais aussi la politique. Beaucoup avaient étudié en Europe. Ils ont créé des partis politiques, des syndicats et des journaux pour mobiliser les populations. Parmi ces grandes figures, on peut citer Kwame Nkrumah au Ghana, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Jomo Kenyatta au Kenya, Ahmed Sékou Touré en Guinée. Chacun, à sa manière, est devenu le porte-voix de son peuple. La décolonisation a pris différentes formes. Dans certains cas, elle a été négociée pacifiquement. C'est le cas de la plupart des colonies françaises d'Afrique noire, qui ont accédé à l'indépendance en 1960. Le Ghana a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance du Royaume-Uni en 1957. Mais dans d'autres régions, les puissances coloniales ont refusé de partir, ce qui a entraîné de longues et sanglantes guerres de libération. Ce fut le cas en Algérie contre la France, entre 1954 et 1962, ou dans les colonies portugaises, comme l'Angola et le Mozambique. Le combat pour la liberté a parfois coûté très cher. L'indépendance a été un moment de joie et de fierté immense pour les peuples africains. Enfin, ils étaient maîtres de leur propre destin. Ils pouvaient hisser leur propre drapeau, chanter leur hymne national
et être représentés à l'ONU. La décolonisation a permis aux Africains de retrouver leur dignité. De nouvelles universités ont été créées. La culture africaine, comme la musique, la littérature ou encore le cinéma, a connu un essor formidable et a été reconnue dans le monde entier. Des dirigeants panafricanistes comme Kwame Nkrumah rêvaient même de créer les États-Unis d'Afrique pour unir le continent et le rendre plus fort. C'était une période d'espoir et de grandes ambitions. Cependant, les jeunes nations africaines ont rapidement dû faire face à d'énormes défis. L'héritage colonial était lourd à porter. Les frontières artificielles tracées à Berlin ont provoqué de nombreux conflits ethniques et des guerres civiles, car des peuples ennemis se retrouvèrent dans le même pays. L'économie, entièrement conçue pour servir l'Europe, était très difficile à transformer. Les pays africains dépendaient encore de l'exportation de une ou deux matières premières, dont les prix étaient fixés à l'étranger. Cette dépendance économique, parfois appelée néocolonialisme, a freiné le développement de nombreux États. De plus, la gestion du pouvoir a été compliquée. Après le départ des colons, de nombreux pays ont connu une grande instabilité politique. Certains leaders, arrivés au pouvoir en héros de l'indépendance, se sont transformés en dictateurs, refusant de quitter leur poste et confisquant les richesses du pays pour eux-mêmes et leur entourage. Les coups d'État militaires sont devenus fréquents. La démocratie a eu beaucoup de mal à s'installer durablement. La corruption et la mauvaise gouvernance ont malheureusement ralenti le progrès dans de nombreuses régions, au détriment des populations qui espéraient une vie meilleure. Aujourd'hui, en 2025, l'Afrique est un continent de contrastes. Certains pays connaissent une croissance économique forte, une classe moyenne se développe, et la technologie, notamment le téléphone portable, transforme la vie quotidienne. Mais d'autres luttent encore contre la pauvreté, les conflits et les effets du changement climatique. Comprendre l'histoire de la colonisation et de la décolonisation est donc essentiel. Cela nous aide à comprendre pourquoi certains problèmes existent encore aujourd'hui, mais aussi à voir tout le chemin parcouru. L'histoire de l'Afrique est loin d'être terminée, elle continue de s'écrire chaque jour. Allez, accrochez-vous, on continue notre exploration.